Je m'appelle Tommaso Buscetta. Pendant des décennies, mon nom a circulé dans les ruelles sombres de Palerme comme celui d'un homme d'honneur, un uomo d'honneur. Mais aujourd'hui, si je parle, c'est pour avouer l'indicible. J'ai brisé la loi du silence, l'omerta, le pacte sacré qui tenait la Cosa Nostra debout depuis plus d'un siècle. Je sais ce que cela signifie. Dans notre monde, trahir ce serment, c'est signer son arrêt de mort. Pourtant, me voilà, vivant, protégé par les hommes de l'État que j'ai jadis méprisés, prêt à dire ce que personne avant moi n'avait osé révéler. Palermo, ma ville, dans les années 70 et 80, n'était pas seulement une carte postale de ruelles brûlées par le soleil et d'odeurs d'agrumes. C'était un champ de bataille invisible. La mafia régnait sur tout, les marchés, les chantiers, la politique, la justice, la vie et la mort des hommes ordinaires. Chaque pierre semblait avoir été payée par le sang. Derrière les façades des palais baroques, les voix du pouvoir s'échangeaient dans des salons enfumés où se mêlaient juges corrompus, entrepreneurs avides et parrains insatiables. J'étais l'un d'eux. J'avais goûté à la richesse que seule la drogue pouvait offrir. J'avais serré la main de politiciens qui se nourrissaient de notre protection, et j'avais ordonné des morts comme on signe un contrat. Mais au fond de moi, une fissure s'était ouverte. Elle s'élargissait chaque fois que je pensais à mes enfants, à mes femmes, au visage de ceux qui, par ma faute, ne reverraient jamais la lumière du jour. Quand la police brésilienne m'a arrêté en 1983 et que j'ai été livré aux autorités italiennes, beaucoup pensaient que j'allais garder le silence jusqu'à ma tombe. Mais je savais que cette fois, l'histoire allait changer. J'ai choisi de parler, et de parler à un homme en particulier, le juge Giovanni Falcone. Ce que je lui ai livré pendant ces longues nuits de confession n'était pas seulement un récit criminel, c'était une carte détaillée des enfers. Je lui ai ouvert les portes de la commission, expliqué comment les familles s'articulaient, comment nous décidions de qui vivrait et qui mourrait. Je lui ai dit ce que nul n'avait jamais dit, que la Cosa Nostra n'était pas une légende, mais une armée disciplinée, une machine parfaitement huilée qui liait Palerme à New York, la Sicile à l'Amérique, la poudre blanche aux cadavres dans les fossés. Et c'est pour cela que je parle encore aujourd'hui. Pour raconter comment un homme, élevé dans la poussière de Palerme, est devenu l'un des témoins les plus redoutés de l'histoire, pour dire ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, et surtout ce que j'ai perdu, parce que chaque vérité a un prix, et le mien a été payé dans le sang de ma famille. Je suis Tommaso Buscetta, et voici ma confession interdite. Je suis né à Palerme en 1928, dans un quartier où la pauvreté se respirait comme la poussière des ruelles. Les façades écaillées, les cris des vendeurs de poissons, l'odeur du pain chaud. Tout cela formait le décor de mon enfance. Mais derrière cette carte postale méditerranéenne, il y avait la faim, l'humiliation et la loi du plus fort. Mon père était viticulteur, un homme simple, fier de travailler sa terre, mais écrasé par les dettes et par l'injustice d'un système où les petits producteurs n'étaient que des proies. Je l'ai vu plier le dos jusqu'à s'en briser pour nourrir notre famille. Et je l'ai vu, impuissant, supplier les Gabellotti, ces intermédiaires liés à la mafia, pour conserver quelques grappes de raisin de sa récolte. La honte de ses yeux m'a marqué plus profondément que n'importe quelle cicatrice. Nous étions nombreux à la maison. Les cris des enfants se mélangeaient aux disputes des adultes. Ma mère, une femme pieuse, rêvait de voir ses fils devenir prêtres ou artisans honnêtes. Mais la vérité, c'est que dans nos rues, l'honneur ne se gagnait pas avec des prières. Il se gagnait avec des regards de peur et des poignées de billets tachés de sang. Je me souviens de la faim, pas une faim poétique, mais celle qui tord les entrailles et empêche de dormir. Je me souviens aussi des humiliations. Les vêtements rapiécés, les chaussures usées jusqu'à la corde. Les enfants riches du centre-ville nous traitaient comme des rats de banlieue.
et à chaque insulte, à chaque gifle reçue dans la cour d'école, je sentais monter en moi une colère sourde. Puis vint la guerre. Les bombes américaines s'abattaient sur Palerme comme des marteaux divins. La ville s'écroulait pierre par pierre. Dans ce chaos, les règles s'étaient dissoutes. Les soldats pillaient, les voisins trahissaient, la survie devenait la seule loi. C'est là que j'ai compris que la justice n'existait pas, qu'il fallait choisir entre être une victime ou devenir un prédateur. À 14 ans, j'ai vu mon père mourir prématurément, épuisé par une vie trop dure. Son enterrement fut modeste, presque misérable. Ce jour-là, j'ai juré que je ne finirais jamais comme lui, que je n'accepterais jamais de plier devant plus fort que moi. C'est cette promesse, cette rage silencieuse, qui m'a conduit vers l'ombre. Mes premiers modèles n'étaient pas les saints des églises, mais les hommes que l'on appelait uomini rispettati. Ils arrivaient en voiture noire, distribuaient des billets, et les gens baissèrent la tête avec respect. Leur simple présence imposait le silence. J'ai compris très tôt que le pouvoir ne se mendiait pas, il se prenait, et que ce pouvoir, en Sicile, avait un seul nom, la mafia. Ce fut mon enfance, une leçon brutale que le monde appartient aux plus cruels. Et moi, le fils du viticulteur ruiné, j'ai décidé que je ne serais plus jamais une proie. Je devais avoir 16 ou 17 ans quand j'ai franchi pour la première fois la ligne invisible qui séparait les garçons des hommes, les innocents des damnés. J'étais encore un gamin maigre, l'estomac toujours vide, mais mes yeux cherchaient déjà une sortie, une porte vers une vie différente de celle de mon père. Cette porte, je l'ai trouvée au marché de Ballarot, parmi les cris des marchands et l'odeur du poisson pourri. Là, je les ai vus. Les hommes qui ne craignaient rien ni personne. Ils portaient des costumes trop chers pour des quartiers si pauvres. Ils marchaient lentement, comme si le temps leur appartenait. Les commerçants se taisaient quand ils passaient, les saluaient avec des mains tremblantes. Un simple regard d'eux valait plus qu'un décret de juge. Je me souviens d'un en particulier. Un homme qu'on appelait Don Pietro. Ce n'était pas son vrai nom, bien sûr, mais pour nous, il était un prince. Il avait la voix basse, le sourire froid, et toujours 2 hommes à ses côtés. Un jour, il m'a vu errer entre les étals, affamé, les poches vides. Il m'a offert un paquet de cigarettes et m'a dit « Ragazzo, tu veux gagner de l'argent ?» Sa voix sonnait comme une promesse, et moi, j'étais prêt à vendre mon âme pour un repas chaud. Ma première tâche fut simple, transporter un petit paquet d'un quartier à un autre. On m'a dit de ne pas poser de questions, de ne pas ouvrir. J'ai obéi. Le soir, on m'a glissé dans la main plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Ce fut comme une révélation. Le monde avait enfin une place pour moi. Et cette place se trouvait dans l'ombre. Bientôt, les courses se multiplièrent. Des lettres, des enveloppes, parfois des armes cachées sous un journal. J'étais rapide, discret. Personne ne se méfiait d'un garçon mince au regard innocent. Mais à chaque mission réussie, je sentais l'hameçon s'enfoncer plus profondément dans ma chair. Un soir, Don Pietro m'a invité à dîner dans une trattoria discrète. Pour la première fois, j'ai goûté à un vrai festin. Pâtes à la sauce riche, vin rouge, viande tendre. J'avais l'impression de manger comme un roi. Et autour de la table, ces hommes parlaient bas, riaient entre eux, comme une famille secrète. J'ai compris que ce que je cherchais, le respect, l'appartenance, la dignité, était là, devant moi. Mais il y avait aussi autre chose, la peur. Un soir, j'ai vu un commerçant refuser de payer le aide mensuel. 2 jours plus tard, son magasin brûlait, et lui, il avait disparu. Ce fut mon premier aperçu du prix réel de cette vie. J'aurais pu fuir, mais au lieu de cela, je suis resté. Parce que la peur, je l'avais connue toute mon enfance. Cette fois, c'était moi qui pouvais l'inspirer aux autres. Ainsi commença mon chemin, avec un paquet,
une poignée de billets et un regard approbateur de Don Pietro, je venais de vendre ma jeunesse à la Cosa Nostra, et je n'ai jamais regretté, du moins pas à ce moment-là. On ne devient pas un homme d'honneur par hasard. On ne franchit pas la frontière entre l'ombre et la lumière avec légèreté. Dans la Cosa Nostra, chaque pas est un serment, chaque geste est une marque de sang. Le jour de mon initiation, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. C'était une nuit d'été, lourde et silencieuse. On m'avait convoqué dans une maison de campagne à la périphérie de Palerme. J'avais 19 ans, peut-être 20, l'âge où l'on croit encore que l'immortalité existe. En franchissant la porte, j'ai senti l'air changer, l'odeur du vin, de la cire des bougies, le murmure grave des voix. Ils étaient là, les hommes que j'admirais depuis l'enfance. Leurs regards pesaient sur moi comme des pierres. Aucun sourire, aucune chaleur. Seulement une solennité glaciale, comme si nous étions réunis pour un enterrement. En réalité, c'était bien une mort, celle de l'enfant que j'avais été. On m'a tendu une image de saint, un petit papier jauni représentant un martyr. L'homme qui présidait, que nous appelions simplement Il Padrino, m'a demandé de piquer mon doigt avec une aiguille. Le sang a perlé, rouge vif, et j'ai frotté la goutte contre l'image, puis il l'a enflammée. Tandis que le papier brûlait dans mes mains, on m'a dit « Comme ce saint se consume, toi aussi tu brûleras si tu trahis la Cosa Nostra. » Je n'ai pas tremblé. J'ai répété les mots qu'on me dictait. J'ai juré fidélité à mes frères. J'ai juré de respecter l'omerta, de ne jamais parler, de ne jamais trahir. Ma voix était ferme, mais mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tous pouvaient l'entendre. Après le serment, on m'a serré la main, un par un. Pas d'accolade, pas de rire, seulement des regards froids, comme pour s'assurer que je comprenais la gravité de ce moment. J'étais désormais lié à eux par un fil invisible, plus solide que les chaînes. Mes premières épreuves arrivèrent aussitôt. On me confia de petites tâches, surveiller un entrepôt, transporter une arme, me montrer disponible à toute heure. Rien de spectaculaire, mais chaque mission était un test. On voulait savoir si je pouvais obéir sans poser de questions, si je pouvais tuer ma peur avant de tuer un homme. Je me souviens encore de ma première nuit de garde, seul, dans un hangar froid, une arme dans les mains. J'avais l'impression que les ombres me guettaient, que chaque bruit annonçait ma fin. Mais quand l'aube est arrivée et qu'on m'a trouvé toujours debout, sans avoir abandonné mon poste, j'ai gagné mon premier regard de respect. Ce rituel, ce serment, m'a marqué à jamais. Ce soir-là, j'ai cessé d'être Tommaso, le fils d'un viticulteur ruiné. Je suis devenu Buscetta, ou homo d'honneur, un soldat de la Cosa Nostra, et même si aujourd'hui je parle, même si je confesse, je sais que ce lien, cette nuit de feu et de sang, restera en moi jusqu'à ma mort. Après le serment, il n'y eut plus de retour possible. J'étais désormais un soldato, et un soldat doit prouver sa valeur. On ne gagne pas le respect dans la Cosa Nostra avec des mots, mais avec des actes. Et ces actes se mesurent toujours en sang ou en argent. Ma première mission fut liée à ce qui allait devenir une véritable industrie, la drogue. On m'a confié une valise. À l'intérieur, de l'héroïne pure destinée aux États-Unis. Ce trafic, qu'on appelait plus tard le Pizza Connection, allait rapporter des fortunes. Mais ce jour-là, pour moi, ce n'était qu'une épreuve. J'ai pris le train de Palerme à Rome, puis l'avion vers New York, le cœur battant, persuadé que chaque douanier pouvait lire la culpabilité sur mon visage. Pourtant, personne n'a rien vu. Et quand j'ai remis la valise à l'autre bout du monde, on m'a récompensé comme jamais je n'aurais osé rêver. Cet argent, ces billets neufs, m'ont donné le vertige. Mais la véritable épreuve ne concernait pas l'argent. Elle concernait la vie d'un homme. Un soir, on m'a convoqué. Ils m'ont donné une arme,
un revolver froid et lourd. L'ordre était simple. Un commerçant refusait de payer son dû. Il fallait donner une leçon. Je croyais qu'il s'agissait de menaces, de coups. Mais quand j'ai vu l'homme s'effondrer, une balle dans la tête, j'ai compris que la leçon, c'était la mort. Je n'ai pas été celui qui a tiré ce soir-là, mais j'étais présent. J'ai vu le sang se répandre, j'ai entendu le dernier souffle. Et en regardant le corps inerte, je savais que tôt ou tard, ce serait à mon tour d'appuyer sur la gâchette. Ce moment est arrivé plus vite que prévu. Quelques mois plus tard, j'ai reçu ma première cible, un petit trafiquant qui avait volé une cargaison. On m'a dit « Ce chien a trahi, et toi, tu vas laver l'honneur. » Mes mains tremblaient lorsque j'ai pointé l'arme. J'ai tiré. Le bruit a déchiré la nuit, et l'homme est tombé, les yeux écarquillés de stupeur. J'ai vomi après, mais personne ne m'a jugé. On m'a simplement tapé sur l'épaule et dit que désormais, j'étais un vrai. Au fil du temps, la peur s'est éteinte. Chaque mission, chaque transport de drogue, chaque règlement de compte m'endurcissait. Je me suis habitué à l'odeur de la poudre, au poids du métal dans ma main, au regard de terreur de ceux qui savaient que leur heure avait sonné. La première fois, j'étais un enfant qui tremblait. La 10e fois, j'étais déjà un homme de pierre. Avec ces missions, j'ai gagné ma place. Les anciens me respectaient, les jeunes me craignaient. Dans les quartiers de Palerme, mon nom commençait à circuler. J'étais devenu plus qu'un simple soldat. J'étais un homme sur lequel on pouvait compter. Un homme capable de garder le silence, d'obéir, de tuer. Ce fut le début de ma véritable carrière. Et dans le monde de la Cosa Nostra, une carrière ne se mesure pas au diplôme ni au titre, mais au sang versé et aux fortunes amassées. Moi, Tommaso Buscetta, j'avais enfin trouvé ma voie. Mais je ne savais pas encore que cette voie me mènerait droit en enfer. Chaque balle tirée, chaque cargaison d'héroïne livrée, chaque cadavre abandonné dans une ruelle m'ouvrait une porte plus grande vers le pouvoir. Dans la Cosa Nostra, la loyauté et la cruauté sont les deux monnaies qui comptent. Et moi, j'en avais payé le prix fort. Au fil des années, je ne fus plus seulement un soldat. Je devins un capodecina, responsable d'hommes qui m'obéissaient sans discuter. On venait me demander des ordres, on attendait de moi des décisions. Je n'étais plus le garçon maigre qui courait au marché de Ballarò, mais un chef respecté du clan Porta Nuova. Avec ce rang, la richesse coula à flot. Les profits du Pizza Connection étaient astronomiques. La poudre blanche traversait l'Atlantique cachée dans des cargaisons de nourriture. Et à New York, les familles italo-américaines vendaient ce poison comme du pain. Chaque gramme rapportait plus que l'or. L'argent revenait en Sicile sous forme de valises, de villas luxueuses, de voitures rutilantes. J'avais enfin tout ce que j'avais rêvé enfant, les habits élégants, les bijoux, les femmes, et surtout le respect. Mais le pouvoir a un prix. Chaque réunion de la commission était une partie d'échec où une erreur pouvait coûter la vie. Autour de la table, il y avait des hommes comme Toto Riina et Bernardo Provenzano, des loups affamés qui dévoraient leurs rivaux sans pitié. Ils me souriaient, mais derrière ces sourires, je sentais déjà la méfiance, la jalousie. Dans la Cosa Nostra, l'ami d'aujourd'hui est souvent le cadavre de demain. Pourtant, je jouais le jeu. J'ordonnais des assassinats, je signais des contrats de mort et j'élargissais mon réseau. Je connaissais des politiciens qui me téléphonaient en privé, des juges qui fermèrent les yeux, des policiers qui détournaient leur regard. Tout semblait possible. Le monde lui-même semblait m'appartenir. Il y avait aussi les fêtes, des banquets interminables, du vin à flots, des tables couvertes de viandes et de fromages. Autour de moi, les hommes riaient, les femmes dansaient. Mais dans ces rires, je percevais toujours une ombre.
Chacun savait que la fête pouvait s'arrêter d'une balle dans la nuque. J'ai appris à sourire en sachant que l'homme assis à côté de moi pouvait, demain, être mon bourreau. Et puis, il y avait ma famille, mes enfants, mes femmes. J'essayais de les protéger, de leur offrir une vie différente. Mais au fond, je savais que le sang tachait tout, même les draps de soie dans lesquels ils dormaient. Chaque regard inquiet de mes proches me rappelait que je bâtissais un empire sur un champ de mines. L'ascension est enivrante, mais plus on monte, plus la chute est mortelle. Et moi, je me trouvais déjà trop près du soleil. Le pouvoir m'avait donné des ailes, mais derrière moi, l'ombre de Riina et de ses hommes grossissait. Je croyais être un patron. En réalité, je n'étais encore qu'un pion dans un jeu bien plus vaste que je ne l'imaginais. Être un homme d'honneur, ce n'était pas seulement tuer ou gagner de l'argent, c'était vivre sous un code, une loi plus forte que celle de l'État, l'omerta. Le silence. Un silence de plomb qui étouffait les rues de Palerme. Nous ne parlions pas, nous n'expliquions pas, nous obéissions. À l'intérieur de la Cosa Nostra, tout était réglé avec une précision implacable. Chaque homme connaissait sa place. Les décisions venaient d'en haut, de la commission, et descendaient comme des ordres militaires. Le moindre manquement était puni, pas par une amende ou une réprimande, mais par la mort. J'ai vu des frères tomber pour un simple soupçon, un mot mal placé, une hésitation de trop. La discipline était totale. Nous ne parlions jamais de nos affaires à la maison. Nos femmes savaient, mais elles n'osaient pas demander. Les enfants devinaient, mais grandissaient dans la peur de prononcer un mot de travers. Le poids du secret écrasait les familles entières. Et pourtant, derrière cette terreur, il y avait des nuits d'excès. Les banquets somptueux, les fêtes interminables dans des villas de luxe. Le vin coulait, les musiques résonnaient, les corps dansaient. À ces tables, nous n'étions plus des criminels, mais des rois. Nous trinquions à nos victoires, nous rions à gorge déployée. Mais toujours, derrière les rires, planait la menace. Je savais que l'homme qui riait avec moi pouvait, le lendemain, m'ordonner un contrat de mort. Il y avait aussi la fraternité, du moins en apparence. On parlait de famille, de respect, de loyauté. Mais je savais que ce respect n'était qu'une façade. La loyauté s'achetait, la fraternité se brisait dès qu'un intérêt plus grand apparaissait. Dans ce monde, il n'y avait pas d'amis, seulement des alliés temporaires. Je me souviens d'un dîner particulier. Nous étions une dizaine autour d'une table richement servie. L'un de mes compagnons, un homme que je connaissais depuis l'enfance, riait fort, trop fort. 2 jours plus tard, son corps fut retrouvé dans le coffre d'une voiture. Personne n'expliqua pourquoi. Personne ne posa de questions. C'était la règle. Savoir trop, c'est mourir trop tôt. Dans cette vie, chaque jour était un mélange d'opulence et de terreur. Le champagne et le sang se mêlaient dans nos mémoires. Nous vivions comme des princes, mais nous dormions comme des condamnés, une arme sous l'oreiller, toujours prêts à entendre la porte s'enfoncer. Moi, Tommaso Buscetta, j'étais au cœur de cette machine. Je donnais des ordres, je participais aux banquets, je signais des accords avec des hommes de pouvoir. Mais je savais que je vivais dans une cage dorée, une cage où chaque sourire cachait un couteau, où chaque toast pouvait être le dernier. À mesure que je grimpais les échelons, j'ai découvert une vérité plus sombre encore. La Cosa Nostra n'était pas seulement une armée de tueurs et de trafiquants. Elle était une institution parallèle, un État dans l'État, et ses racines s'enfonçaient jusque dans les palais du pouvoir. J'ai vu de mes propres yeux des politiciens entrer discrètement par des portes dérobées pour rencontrer nos parrains. Ils nous offraient leur protection, fermaient les yeux sur nos crimes, en échange de votes,
de financements occultes, de promesses. Le peuple croyait élire des représentants, mais en réalité, c'était nous qui tenions les fils. Les entrepreneurs, eux, venaient quémander notre appui. Sans la bénédiction de la Cosa Nostra, aucun chantier ne pouvait avancer en Sicile. Nous décidions des permis, des adjudications, des marchés publics. Le béton de Palerme portait notre sceau invisible. Chaque immeuble, chaque route construite dans ces années-là avait coûté une vie. Puis il y avait les juges. Certains étaient incorruptibles, d'autres savaient se laisser racheter. Je me souviens d'un magistrat qui dînait avec nous, souriait à nos blagues, puis classait les dossiers le lendemain. C'est là que j'ai compris que la ligne entre l'État et la mafia n'existait plus. Nous étions les deux faces d'une même pièce. Mais dans ce monde, il n'y a pas de secrets éternels. Les Corleonesi, menés par Riina et Provenzano, voulaient plus. Leur faim de pouvoir était insatiable. Ils commençaient à éliminer non seulement nos ennemis, mais aussi ceux d'entre nous qui devenaient trop influents. La commission elle-même se transformait en tribunal de sang. Chaque réunion pouvait devenir un guet-apens. C'est dans ce climat que mon destin a basculé. En 1983, je m'étais réfugié au Brésil. Je croyais pouvoir échapper aux tensions, reconstruire une vie loin des intrigues siciliennes. Mais la Cosa Nostra a toujours une longue main. On m'a traqué, arrêté, puis livré aux autorités italiennes. En 1944, menotté et brisé, je fus conduit devant un juge que je connaissais de réputation, Giovanni Falcone. Un homme calme, presque froid, mais dont les yeux brillaient d'une intelligence implacable. Il ne me regardait pas comme un criminel, mais comme une clé qui pouvait ouvrir la porte du secret le mieux gardé d'Italie. Et là, j'ai compris. Tout ce que j'avais cru contrôler, la drogue, l'argent, la politique, la violence, n'était en réalité qu'une partie d'un échiquier plus vaste. Moi, Tommaso Buscetta, je n'étais pas un roi. J'étais un pion que les parrains pouvaient sacrifier à tout moment. Ce fut le début d'un choix irréversible. Parler ou mourir en silence. Et moi, pour la première fois, j'ai décidé de briser l'omerta. Ma décision de parler à Giovanni Falcone fut à la fois une libération et une condamnation. J'avais enfin brisé le silence qui me pesait depuis des décennies, mais en même temps, j'avais signé ma propre sentence de mort. Dans la Cosa Nostra, celui qui trahit n'a plus de place, ni dans les rues, ni dans la mémoire. Les jours d'interrogatoire avec Falcone s'enchaînaient comme des confessions interminables. Je lui livrais les secrets les plus intimes de la mafia, la structure de la commission, les règles d'ascension, les alliances avec les familles américaines, le trafic d'héroïne qui enrichissait des centaines d'hommes. Chaque mot que je prononçais arrachait un morceau de mon ancienne vie, mais chaque mot me condamnait un peu plus. La nouvelle de ma trahison se répandit vite. Les Corleonesi n'avaient pas besoin de procès pour me juger. Leur sentence fut immédiate. Frappé là où ça fait le plus mal. Ma famille. 2 de mes femmes furent assassinées. 2 de mes fils furent enlevés, torturés et exécutés. Quand j'ai appris leur mort, j'ai senti mon cœur s'effondrer. C'était comme si l'on avait arraché ma chair, comme si l'on m'avait plongé dans un gouffre sans fond. Je savais que mes révélations allaient coûter cher, mais je n'avais pas imaginé un prix si atroce. À Palerme, on murmurait que Buscetta était fini. Pour certains, j'étais un héros, le premier à avoir défié le mythe invincible de la Cosa Nostra. Pour d'autres, j'étais un cadavre ambulant, un traître indigne de porter le nom d'homme d'honneur. Puis vint le maxi-procès de 1986-1987. Je fus appelé à témoigner devant des centaines d'accusés. Dans la salle d'audience blindée de Palerme, je racontais tout. Les réunions secrètes, les ordres d'assassinat, les profits colossaux du trafic de drogue. Devant moi, assis derrière les vitres,
Les parrains me fixaient avec une haine glaciale. J'étais vivant, eux étaient enchaînés, mais je savais que leur ombre planait encore sur moi. Le verdict fut historique. 475 mafiosi jugés, 338 condamnés, dont les plus grands noms de la Cosa Nostra. Ce fut une victoire pour la justice, mais une défaite pour l'homme que j'étais devenu. Car dans cette salle, j'ai compris que j'avais perdu à jamais ce qui comptait le plus. Ma famille, mon nom, mon honneur. Après le procès, je fus envoyé aux États-Unis, intégré au programme de protection des témoins. Un nouveau visage, un nouveau nom, une nouvelle vie. Mais aucune chirurgie, aucun mensonge ne pouvait effacer le poids que je portais. J'étais un survivant, mais je n'étais plus qu'une ombre. La chute, ce n'était pas seulement ma déchéance. C'était la certitude que tout ce que j'avais construit, pouvoir, richesse, respect, s'était effondré en poussière. Moi, Tommaso Buscetta, l'homme qui avait cru dominer Palerme, j'étais désormais un exilé, condamné à fuir jusqu'à mon dernier souffle. Quand je repense à ma vie, je vois un long couloir tapissé de visages, des frères d'armes, des ennemis, des innocents. Certains sourient encore dans ma mémoire, d'autres hurlent au moment où la balle les a frappés. Moi, je suis le seul à avoir survécu assez longtemps pour raconter. Mais survivre, est-ce vraiment vivre? Après le maxi-procès, j'ai vécu sous une autre identité, aux États-Unis, une maison banale, un nom inventé, des voisins qui ne savaient rien. On aurait pu croire que j'étais enfin libre, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Palerme, ses ruelles, ses églises, ses marchés, et surtout, je voyais le sang de mes fils, le visage de mes femmes assassinées. Aucun programme de protection ne peut vous sauver de vos fantômes. Je n'étais plus un uomo d'honneur, j'étais l'homme qui avait trahi. Mais je ne regrette pas, parce que mes mots ont brisé l'illusion d'invincibilité de la Cosa Nostra. Grâce à mes révélations, le monde entier a entendu, pour la première fois, l'expression Cosa Nostra sortir de la bouche d'un de ses propres chefs. J'ai montré que la mafia n'était pas un mythe, mais une machine à tuer, organisée, disciplinée, enracinée jusque dans la politique et l'économie. Giovanni Falcone me disait souvent « Tommaso, ton courage est une arme plus forte que leur fusil. » Et si... Il croyait en la justice. Et quand il a été assassiné en 1992, j'ai ressenti une douleur plus vive encore que toutes celles de mon passé. Ils avaient tué l'homme qui avait donné un sens à ma trahison. Mais son sacrifice, comme le mien, n'a pas été vain. Il a ouvert la voie à des centaines d'autres Pantiti. Aujourd'hui, je parle parce que je ne veux pas que mon histoire disparaisse avec moi. Oui, j'ai été un criminel. Oui, j'ai vendu de la drogue. J'ai ordonné des meurtres. J'ai vécu dans le sang et l'or. Mais j'ai aussi choisi, un jour, de dire la vérité. Et cette vérité a changé l'histoire de la Sicile. Je ne cherche ni pardon, ni gloire. J'offre seulement une leçon. Le pouvoir, quand il se nourrit de la peur et du crime, finit toujours par se retourner contre ceux qui le détiennent. J'ai cru être un roi. Je n'étais qu'un pion. J'ai cru protéger ma famille. Je les ai livrés à la mort. Voilà la vérité nue, celle qui brûle plus fort que toutes les balles. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, retenez ceci. La mafia n'est pas invincible. Elle vit du silence, et le silence se brise. Moi, Tommaso Buscetta, j'ai parlé, et même si je mourrais avec le poids de mes fautes, je sais qu'une chose restera. Les vrais patrons sont toujours invisibles.